pendant que je me remettais d'une opération, la femme de mon fils m'a dit, « Ta chambre va être transformée en salle de sport. Trouve un autre endroit où vivre. » Elle a jeté mes affaires dans le couloir. Mon fils est resté silencieux. Ma voix tremblait quand j'ai dit, « Vous ne verrez jamais les titres de propriété que j'ai mis sous clé. » Je suis Russell. J'ai 67 ans, né et élevé à Fort Worth, au Texas. J'ai travaillé sur des voitures toute ma vie, j'ai possédé un petit garage sur Lancaster Avenue pendant plus de 40 ans. Je réparais des moteurs, je faisais la permutation des pneus, je reconstruisais des transmissions. Cet endroit nourrissait ma famille et me tenait occupé. Après que ma femme, Darlene, soit décédée d'un AVC à 54 ans, nous n'avions qu'un seul enfant, Brian. J'ai tout donné à ce garçon, j'ai mis son nom sur chaque cadeau de Noël 2 fois, j'ai payé ses études universitaires même s'il a abandonné à mi-parcours, je l'ai laissé revenir vivre à la maison, j'ai remboursé ses dettes quand il a épuisé le plafond de 3 cartes de crédit en essayant de lancer un podcast qui n'a pas duré plus de 4 épisodes. Malgré tout, je l'aimais. Je pensais faire ce que fait un bon père, je pensais construire une famille. Il y a environ 1 an, j'ai vendu ma maison. Elle était trop grande et trop vide sans Darlene. Brian et sa femme, Shelby, m'ont offert la chambre d'amis dans leur maison à 2 étages à Benbrook. J'étais hésitant. Je savais que Shelby ne m'aimait pas beaucoup, mais Brian a insisté, disant que je ne devrais pas être seul. J'ai accepté, pensant que ce serait temporaire. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Shelby souriait toujours de manière forcée. Elle ne me regardait jamais dans les yeux, avait toujours ce téléphone à la main, envoyant des SMS à quelqu'un ou filmant son contenu bien-être dans la cuisine comme si elle était la prochaine Martha Stewart. Je me tenais à l'écart, je nettoyais après moi, j'achetais mes propres provisions, je payais un loyer même s'il ne l'avait jamais demandé. Je ne voulais pas être un fardeau. Puis, il y a 3 mois, j'ai glissé à l'atelier en aidant un ami à déplacer un lève-moteur. Je suis tombé lourdement sur la hanche, me la suis fracturée nette, j'ai dû être opéré. Ils ont remplacé l'articulation et m'ont dit que la convalescence prendrait au moins 6 semaines, peut-être plus. Je ne pouvais pas retourner à l'atelier, je ne pouvais pas marcher correctement sans aide. Brian m'a proposé de me ramener à la maison, disant qu'il m'aiderait pendant ma guérison. J'ai accepté, j'ai même remercié Shelby quand elle est venue me chercher. C'était l'erreur numéro 2. Pendant 2 semaines, j'ai dormi dans la chambre d'amis avec un coussin chauffant sur la jambe et une bouteille d'analgésique sur la table de nuit. J'essayais de ne pas les déranger, je restais silencieux, je mangeais des céréales et des plats surgelés. Je regardais de vieux westerns à faible volume, mais Shelby n'était pas subtile quant à ses sentiments. Elle a arrêté de dire bonjour. Elle soupirait bruyamment quand j'étais dans la cuisine. Elle faisait des commentaires comme « Nous devons désencombrer », tout en fixant directement ma canne. Brian l'a remarqué mais n'a rien dit. Il se frottait juste la nuque et faisait défiler son téléphone comme s'il n'entendait pas. Puis est arrivé le matin où tout a basculé. C'était un mercredi, je m'en souviens, parce que la poubelle était sortie sur le trottoir, et j'avais l'habitude de la sortir le mercredi. Ce jour-là, je me suis levé lentement, je suis allé à la cuisine avec ma canne et je me suis versé un bol de raisin brun. Shelby est entrée, portant ses pantalons de yoga moulants et tenant un papier roulé. Elle l'a posé sur le comptoir comme si elle dévoilait un tableau. Elle a dit, « Alors, nous avons décidé de transformer la chambre d'amis en salle de sport. » J'ai arrêté de mâcher. « Quoi ?» Elle a continué, la voix vient, comme si elle lisait un script. « Ça ne fonctionne tout simplement pas à long terme. Nous avons besoin de cet espace. Et avec l'arrivée du bébé, nous devons donner la priorité au bien-être. Tu comprends ? » Je ne comprenais pas. Vraiment pas. Je l'ai regardé, puis Brian, qui venait d'entrer pieds nus, se frottant les yeux. « Où suis-je censé aller ?» ai-je demandé. Elle a montré le couloir. « Nous avons vidé tes affaires. » Je me suis retourné. Elles étaient là, 2 sacs poubelles remplis de mes vêtements, mon portefeuille en cuir posé dessus, mon kit de rasage, une caisse avec mes flacons de pilules et ma Bible, simplement jetés comme des ordures. Il n'y avait pas de boîte, aucun soin, juste des sacs, comme s'ils attendaient d'être transportés à une œuvre de charité. Ma gorge s'est nouée. Je n'ai pas pu respirer pendant 1 seconde. J'ai regardé Brian. « Ça te va ?» Il ne m'a pas regardé. C'est juste que Shelby pense que c'est mieux ainsi. J'ai regardé à nouveau Shelby. Je viens d'être opéré. Je tiens à peine debout.
Elle a haussé les épaules. Tu es ici depuis 2 semaines. C'est long. Nous pensions que tu serais remis sur pied maintenant. Nous avons besoin d'espace. D'espace? J'ai ri une fois, amèrement et sèchement. Tu veux dire que vous avez besoin que je parte? Aucun d'eux n'a répondu. Shelby a pris un verre et s'est versé de l'eau comme si elle en avait fini avec la conversation. Nous pouvons t'aider à trouver un endroit. Il y a un centre pour personnes âgées à proximité. C'est à ce moment-là, à cet instant précis, que quelque chose s'est brisé en moi. Ma jambe me faisait mal, mes mains tremblaient, et j'ai dû m'asseoir dans le fauteuil inclinable juste pour me stabiliser. Puis je les ai regardés. J'ai dit, vous ne verrez jamais les titres de propriété que j'ai mis sous clé. Shelby a cligné des yeux. Quoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as entendu. Brian avait l'air confus. Papa, de quoi tu parles? Je me suis penché en avant, lentement, calmement. L'atelier que j'ai vendu l'année dernière, le terrain que j'ai acheté à Winterford, le chalet au bord du lac Possum Kingdom, chaque centime de cet argent, chaque titre, chaque acte de propriété, je l'ai mis sous clé. Pas un seul ne porte vos noms. Le visage de Shelby s'est décomposé. Attends, quoi? Tu penses que j'ai vendu mon entreprise et que j'ai emménagé ici sans rien? Tu penses que je suis un vieil homme fauché? Brian s'est avancé. Papa, non, j'ai dit, laisse-moi parler. Quand j'ai vendu l'atelier, j'ai fait une affaire d'250 000. Ce terrain à Winterford, je l'ai acheté en 1992. Il vaut plus de $200 000 maintenant. Le chalet est payé, rénové et loué tout l'été. J'ai plus d'argent que vous ne le pensez, mais rien de tout cela n'est à vous. La voix de Shelby s'est brisée. Ça n'a pas de sens. Pourquoi aurais-tu caché ça? Parce que j'observais, et ce que j'ai vu ces 2 dernières semaines m'a tout dit. Ils se sont tus. J'ai continué. Le nom de Darcy est sur la fiducie. Elle m'a appelé tous les jours où j'étais à l'hôpital, elle est venue avec des collations, s'est assise avec moi. Elle m'a même apporté des chaussettes parce que les miennes avaient des trous. Elle ne savait pas que j'avais de l'argent, elle se souciait juste. Shelby était pâle. Darcy? Cette fille qui travaille à la boulangerie? Oui, cette fille. Brian avait l'air blessé. Tu fais ça à ton propre fils? Je l'ai regardé dans les yeux. Tu me l'as déjà fait. J'ai déménagé le lendemain matin. Darcy est arrivée dans sa vieille Honda Civic avec un thermos de café et un air sur le visage comme si elle attendait l'appel. Je n'avais pas besoin de grand-chose, juste les sacs que Shelby avait laissés dans le couloir. Je n'ai même pas dit au revoir. Brian n'est pas sorti de sa chambre. Shelby se tenait en haut des escaliers, les bras croisés, comme si elle regardait quelqu'un sortir les poubelles. Je ne lui ai pas dit un mot, mais j'ai vu la façon dont elle regardait Darcy, comme si elle était aussi une ordure. Darcy m'a conduit chez elle à Winterford. C'est petit, un appartement d'une chambre avec un canapé-lit, mais propre, chaleureux et plein d'amour. Elle m'a laissé dormir dans son lit pendant qu'elle prenait le canapé, sans discussion. Tous les soirs, elle m'apportait du thé et m'aidait avec mes exercices pour les jambes. Elle n'a rien demandé. Une semaine plus tard, j'ai rencontré mon avocat. Je lui ai dit de consulter la fiducie que j'avais établie après avoir vendu l'atelier. Nous l'avons mise à jour ce jour-là. Tout, chaque centime, chaque propriété, chaque actif a été entièrement transféré à la fiducie, exécutrice, Darcy, bénéficiaire, Darcy. Il y avait une condition, Brian pouvait contester la fiducie si je décédais avant 5 ans, mais j'ai ajouté une clause, s'il le faisait, tous les actifs iraient à l'église où j'ai grandi. Aucune marge de manœuvre. Quelques jours plus tard, Brian a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis est arrivé le SMS, « Papa, nous devons parler. » Shelby est contrariée. Elle pense que tu as été injuste. Injuste. Ce mot a fait bouillir mon sang. Darcy m'a vu fixer le message et m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui, mais ma main tremblait. Puis un autre message est arrivé, « Tu l'as choisi elle plutôt que ton fils. » C'est alors que j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas voulu admettre, Brian n'était pas seulement silencieux, il était complice. Peut-être qu'il n'a pas jeté les sacs dans le couloir, mais il est resté là et a laissé faire. Il a laissé sa femme enceinte expulser son père en convalescence comme si j'étais un chien qui avait abusé de son hospitalité. Je n'ai pas répondu, mais une semaine plus tard, ils se sont pointés.
Ils sont venus à l'appartement de Darcy sans prévenir. J'étais assis sur le canapé avec un coussin chauffant sur la hanche quand j'ai entendu frapper. Darcy a ouvert la porte, et ils étaient là, Brian en polo froissé, Shelby avec son ventre qui commençait juste à poindre, tenant une boîte de quelque chose emballée dans du papier de soie. « Salut », dit Shelby gentiment. « Nous voulions t'apporter à manger. » Darcy m'a regardé. J'ai hoché la tête, surtout parce que je voulais voir leur manège. Ils sont entrés, agissant amicalement, souriant trop. Shelby m'a tendu la boîte. C'était une sorte de gratin qui ne sentait pas grand-chose. Elle s'est assise sur la coudoir du fauteuil à côté de Brian. Brian s'est penché en avant. « Papa, écoute, on a merdé. » Shelby a acquiescé. « Nous n'avions pas réalisé à quel point tu étais blessé. Les choses sont devenues stressantes avec le bébé, le travail et tout. » Je les ai regardés. « Le stress vous fait jeter quelqu'un dehors après une opération ?» Shelby a cligné des yeux. J'étais dépassé. Brian, il a baissé les yeux. Je ne savais pas quoi dire. Tu n'as rien dit. C'était ça le problème. Shelby a réessayé. Nous voulons juste arranger les choses. Nous ne savions pas pour l'argent. Voilà, la vraie raison de leur venue. Je n'ai pas bronché. Vous êtes venus parce que j'ai dit que vous ne verriez jamais les titres. Ils se sont figés. Shelby a souri à nouveau, plus mince cette fois. Nous pensons juste que c'est quelque chose dont nous devrions tous parler, en famille. Je me suis levé lentement, en utilisant ma canne. Vous avez cessé d'être une famille à la seconde où vous l'avez laissé me jeter dans le couloir comme un déchet. J'ai donné toute ma vie pour toi, Brian, et quand j'ai eu besoin d'aide, tu as choisi le silence. Brian a ouvert la bouche, mais je l'ai interrompu. Je ne suis pas amer. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini. Darcy s'est levé à côté de moi, non pas pour les bloquer, juste pour se tenir avec moi. La voix de Shelby s'est élevée. C'est mal. Cet argent devrait aller à Brian. C'est ton fils, pas une nièce avec un chariot à café. Darcy a tressailli. Moi non. Sortez, ai-je dit. Brian s'est levé. Papa, non, tu ne vas pas supplier maintenant. Tu ne m'as même pas appelé une seule fois pendant que j'étais allongé sur ce lit d'hôpital. Tu veux le pardon? Tu le mérites. Tu veux de l'argent? Tu n'en trouveras pas ici. Shelby m'a regardé fixement, le visage rouge, la mâchoire serrée. Tu regretteras ça, siffla-t-elle. J'ai hoché la tête. C'est déjà le cas. Je regrette de vous avoir jamais laissé entrer chez moi. Je regrette de ne pas avoir mieux élevé Brian. Darcy a ouvert la porte. Ils sont sortis. Mais ce n'était pas fini, loin de là. 2 semaines se sont écoulées après leur passage chez Darcy. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux, pas d'appel, pas de SMS. Je me suis dit qu'ils ruminaient, essayant peut-être de trouver un moyen de se réinsinuer. Ce genre de silence n'est pas la paix, c'est de la planification. Puis, un matin, Darcy a reçu une lettre par la poste d'un cabinet d'avocats de Dallas. Elle me l'a apportée, confuse. Elle était adressée aux fiduciaires du Russell K. Langston Family Trust. À l'intérieur se trouvait un avis d'enquête, Brian et Shelby avaient engagé un avocat. Ils essayaient de contester la fiducie, même si j'avais mis la clause des 5 ans et même s'il était clairement indiqué que toute tentative de la contester réacheminerait tout vers une église. Ils comptaient contourner cela d'une manière ou d'une autre, pensant probablement que j'étais trop vieux ou trop fatigué pour me battre. Ils m'ont sous-estimé. J'ai appelé mon avocat le jour même, et nous avons programmé une réunion formelle. Je lui ai fait envoyer une mise en demeure. Il a également examiné chaque recoin de la fiducie, s'assurant qu'elle était blindée. J'ai même ajouté une autre clause, si quelqu'un représentant Brian ou Shelby contactait à nouveau Darcy au sujet de la fiducie, Darcy aurait le droit de porter plainte pour harcèlement. Darcy a essayé d'en rire, mais je voyais bien qu'elle était secouée. Je détestais qu'il l'entraîne là-dedans. Elle n'avait rien demandé, elle avait juste répondu au téléphone quand j'avais besoin de quelqu'un. 2 jours plus tard, la boulangerie où travaillait Darcy a eu une inspection surprise, les services d'hygiène. Quelqu'un avait appelé anonymement pour dénoncer des rats et des moisissures. L'inspecteur n'a rien trouvé, en fait, il lui a dit que c'était l'un des endroits les plus propres qu'il ait visité cette semaine-là. Mais le timing n'était pas un hasard. Je savais que Shelby était derrière ça.
C'est comme ça qu'elle fonctionne, elle utilise des petits couteaux, pas des grands. J'ai dit à Darcy de ne pas s'en mêler, de me laisser gérer. Puis j'ai fait quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, je suis allé chez eux. Un de mes vieux copains de l'atelier, Jim, qui me devait encore un service ou deux, m'a conduit. Il m'a déposé et a attendu dans le camion, moteur tournant. J'ai monté les marches du perron, lentement mais sûrement, et j'ai sonné. Shelby a répondu. Elle s'est figée en me voyant. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai dit, arrêtez vos jeux. Elle a croisé les bras. Excusez-moi. Vous avez essayé de ruiner le travail de Darcy. Vous cherchez de l'argent qui n'est pas à vous. Vous avez fait votre choix. Vous ne pouvez pas relancer les dés. Brian est arrivé à la porte une seconde plus tard. Son visage paraissait plus vieux, fatigué. Papa, dit-il, tu ne devrais pas être ici. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as raison. Je ne devrais pas avoir à l'être. Mais je suis venu ici pour vous donner à tous les deux une chance de mettre fin à cela maintenant. Partez. Arrêtez l'avocat. Arrêtez les jeux, et j'en resterai là. Shelby a regardé Brian, puis moi. Tu penses pouvoir nous menacer avec ta petite clause de l'église? Non, ai-je dit. Je ne vous menace pas avec une clause. J'ai sorti un téléphone de la poche de mon manteau. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix est sortie, forte et claire, enregistrée lors de sa dernière visite à l'appartement de Darcy. Cet argent devrait aller à Brian, pas à une nièce avec un chariot à café. Alors, tu le regretteras. Le visage de Shelby s'est vidé de son sang. J'ai continué, le Texas est un État où le consentement d'une seule partie suffit. Vous m'avez menacé, moi et ma fiduciaire. C'est documenté. Si vous n'arrêtez pas cette manœuvre juridique, je porterai cette affaire devant les tribunaux et je déposerai des accusations de harcèlement et d'exploitation de personnes âgées. Vous voulez voir à quoi ça ressemble sur votre marque de bien-être? Maintenant, elle avait l'air effrayée. La bouche de Brian s'est ouverte comme s'il voulait dire quelque chose, mais je l'ai interrompu. J'ai élevé un fils. Ce que j'ai eu, c'est un étranger. Mais j'en ai fini de m'apitoyer sur mon sort. Vous avez fait votre lit, couchez-vous dedans. Puis je me suis retourné et je suis retourné au camion. Jim n'a pas posé de questions, il a juste conduit. De retour chez Darcy, je lui ai tout raconté. Elle n'a pas souri, elle n'a pas célébré, elle m'a juste serré dans ses bras et a dit, tu ne dois plus rien à personne maintenant. Mais elle avait tort, car ce n'était pas la fin. Une semaine plus tard, j'ai découvert que Shelby avait été licencié de son partenariat avec sa marque de bien-être. Apparemment, quelqu'un leur avait envoyé cet enregistrement audio, pas moi. Je ne sais toujours pas qui l'a fait, mais j'ai une assez bonne idée. La sœur cadette de Shelby, Kayla, avait fait un stage dans la même agence de relations publiques qui gérait ses contrats. Elle m'avait toujours apprécié, disait que je lui rappelais son grand-père. Elle était à la baby shower l'année précédente et avait vu comment Shelby me traitait, même à l'époque, me coupant la parole, faisant des blagues sur mon « odeur de vieil homme ». Peut-être avait-elle entendu parler de ce qui s'était passé. Peut-être avait-elle décidé que c'en était assez. Mais ça ne s'est pas arrêté là. 2 mois ont passé. Je pensais que les choses allaient peut-être se calmer. Brian et Shelby s'étaient calmés après la lettre de mon avocat, et je n'ai plus eu de nouvelles d'eux. Le travail de Darcy allait bien à nouveau. La boulangerie avait même plus de clients, les gens appréciaient qu'elle soutienne sa famille. Mais la paix n'a pas duré. Un après-midi, Darcy est rentrée tôt du travail. Elle avait l'air secouée. J'étais assis sur le canapé en train de lire le journal quand elle est entrée. « Oncle Russell », dit-elle en tendant son téléphone, « regarde ça. » C'était une publication sur les réseaux sociaux, la page de Shelby. Elle avait écrit une longue légende dramatique avec une photo en noir et blanc d'elle tenant son ventre de femme enceinte. Cela se lisait comme une sorte de lettre ouverte à ses abonnés, « Mon cœur est brisé. Le père de mon mari nous a abandonnés au moment où nous en avions besoin. Il était censé être un modèle, au lieu de cela, il a pris tout ce qui nous revenait et l'a donné à quelqu'un d'autre. La famille devrait toujours passer en premier. » Puis elle a tagué la fiducie et le nom de Darcy. Ce n'était pas seulement sale, c'était délibéré. Elle voulait que ses abonnés attaquent Darcy, et ils l'ont fait. La page de la boulangerie a été inondée de commentaires méchants, les critiques ont chuté du jour au lendemain, les gens l'ont traitée de cupide, de briseuse de ménage, de profiteuse. Darcy était en larmes ce soir-là.
J'ai pris une décision, j'en avais fini de jouer la défense. Le lendemain matin, j'ai appelé un journaliste que je connaissais de longue date, un type nommé Paul le Premier, pour qui je réparais des voitures quand il était un étudiant en journalisme fauché. Maintenant, il travaillait pour un média de Forward qui aimait les drames locaux. Je lui ai tout raconté, chaque détail sordide, l'opération, les sacs dans le couloir, les menaces, la fausse inspection sanitaire, la bataille pour la fiducie. Je lui ai montré la lettre de l'avocat, l'enregistrement audio, même la publication sur les réseaux sociaux. Il a écouté, calme, tranquille. Puis il a dit, je veux publier ça, mais tu dois me laisser utiliser ton nom. J'ai hoché la tête. Fais-le. L'histoire a été publiée 2 jours plus tard. Titre, un vétéran du Vietnam se remettant d'une opération, jeté dehors par sa famille, se défend avec une fortune secrète. Internet a explosé. Les gens étaient furieux. Ils ont vu les preuves. Ils ont lu les mots que Shelby avait prononcés sur l'enregistrement. Ils ont vu l'avant et l'après, moi dans mon fauteuil inclinable avec une canne contre elle posant en leggings dans son espace de guérison. Sa marque l'a lâché ce soir-là. Ses sponsors se sont retirés. Sa chaîne YouTube a été signalée et démonétisée. Ses abonnés se sont retournés contre elle, des centaines de commentaires la traitant de sans-cœur, manipulatrice, cruelle. Brian est resté silencieux, mais ensuite quelqu'un sur Reddit a trouvé un commentaire qu'il avait laissé sur un forum pour père demandant s'il était mal de limiter le contact avec un parent toxique. Cela s'est aussi retourné contre lui. L'histoire s'est répandue, les médias nationaux l'ont reprise. La boulangerie de Darcy a reçu plus de soutien qu'elle ne savait quoi en faire. Des inconnus sont entrés et ont laissé des pourboires en billets de $100. Elle pleurait plus de joie que de peur maintenant. Mais le vrai rebondissement est arrivé plus tard. J'ai reçu une lettre par la poste, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite, tu avais raison. Je me suis perdu en elle. Je ne sais pas comment revenir de ça, mais je suis désolé. Pour de vrai cette fois. Brian. Aucune excuse n'était assez grande pour réparer ce qu'il avait laissé arriver, mais quelque chose dans cette lettre m'a touché profondément. Peut-être était-ce de revoir l'écriture de mon fils sans le poison derrière. Alors j'ai répondu, court et simple, tu m'as laissé tomber quand j'avais le plus besoin de toi. Je ne sais pas si je pourrai jamais te refaire confiance. Mais si tu es sérieux au sujet de vouloir arranger les choses, n'en parle pas, montre-le-moi. D'ici là, je vis ma vie. Je n'ai pas envoyé d'argent. Je ne lui ai pas offert de place. Je lui ai juste fait savoir que la porte était verrouillée, mais pas brûlée. Des semaines ont passé, calme à nouveau. Puis j'ai eu des nouvelles de Jim, mon vieux copain, celui qui m'avait conduit ce jour-là. Il m'a dit que Shelby avait déménagé, avait pris le bébé et était retourné chez sa sœur en Oklahoma. Brian est resté seul. Il a fermé ses réseaux sociaux, arrêté de publier, quitté son emploi et son assurance. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un entrepôt. Peut-être que c'est la culpabilité, peut-être que c'est la honte, peut-être que c'est juste la vie qui se venge. Mais il a tout perdu, femme, enfant, argent, réputation, et moi. Darcy m'apporte toujours du café tous les matins. Elle a déménagé dans un meilleur appartement, grâce au succès de la boulangerie. Elle m'a proposé de me trouver un logement à moi, mais je lui ai dit que j'étais bien où j'étais. J'ai même commencé à faire du bénévolat dans un cours de mécanique locale, apprenant aux enfants à réparer des moteurs. Ça me tient occupé. Parfois, je pense à Brian. Je me demande s'il pense à ce couloir, à mes affaires et à mes sacs, à ma Bible dessus, comme si ça ne signifiait rien. Maintenant, je sais mieux. Je n'étais pas le fardeau, j'étais la bénédiction. Et quand ils m'ont jeté dehors, ils ont jeté leur avenir avec moi. Je n'ai pas obtenu ma revanche en criant ou en me battant. Je l'ai obtenue en vivant bien et en m'assurant que les personnes qui m'ont soutenu, comme Darcy, soient élevées. Shelby a perdu son image, Brian a perdu son confort, mais moi? J'ai trouvé la paix. Et je ne leur ai jamais donné la seule chose qu'ils voulaient vraiment, ni les titres, ni l'argent, ni le pardon. Je leur ai donné le silence, et c'était suffisant.